Chers amis, très très chers amis, laissez-moi vous saluer en ce jour de solstice. On se demande même si le soleil existe toujours. Enfin si, je l'ai vu hier, je l'ai vu. J'ai vu son éclat vraiment malfaisant, blanc et aveuglant à travers des nuages. Les nuages ils sont là tout le temps en ce moment. Il fait très doux, il pleut, le ciel est extrêmement bas. Voilà, au coin du feu, je tricote. Allez, je vous raconte. Oui, parce que, vous savez, ça me manque de ne pas pouvoir faire de direct du tout, où il y avait quand même, on sent passer des petites flèches de communication, et puis une présence, et puis bon, voilà, donc c'est pas possible. C'est quand même assez étonnant que partout où j'arrive, en fait, ça ne marche pas suffisamment bien. Il y a pas moyen de se connecter, non, c'est quand même assez fou. Bon, je sais d'où ça vient. Je veux dire, je ne crois plus au hasard, donc là, c'est vraiment tellement flagrant. Pourquoi je disais ça? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ça me manque un peu, et donc je voulais au moins vous saluer en ce jour de solstice. Généralement, pour les solstices et ces moments un peu forts que sont le temps des fêtes lucifériennes, des fêtes crypto-solaires, j'aime bien, depuis le recueillement de ma retraite, pas dans le sens je suis à la retraite, pas dans le sens social moderne, mais se retirer, vous savez, se retirer du monde. J'aime bien depuis ce recueillement-là, explorer avec vous les tenants et aboutissants de ce monde, simplement en partant de là où je suis, le lieu où je suis assise, par exemple en ce moment, à cette table où je tricote. Oui, je suis assise à la table, comme ça je peux poser l'enregistreur et puis me mettre devant. Peut-être que vous entendez le tricotis. J'en suis désolée, mais voilà, c'est un moyen terme pour ce qui est de l'envahissement technique et l'efficacité de ces outils techniques, de pas avoir un studio, un endroit pour ça. Ça reste très souple, mon organisation. Pas toujours parfait, mais bon. Voilà, depuis cet endroit où je suis, par exemple, d'ici je regarde par la fenêtre, le ciel blanc, et je me souviens de toujours repartir de là où je suis moi, là où je suis physiquement, et qu'est-ce que je vois? Et qu'est-ce que je vois vraiment? Alors je pourrais dire, non mais la vue depuis cette fenêtre, je la connais par cœur. Oui, mais ça change tous les jours. Et puis moi aussi, j'ai changé. Et bien prendre aussi la mesure de qui regarde par la fenêtre. Eh bien, c'est moi. Ce qui constitue le personnage, la somme des expériences, des réflexions, mon âge, mon éducation, mon sexe, etc. J'ai bien dit que selon qui regarde le monde, on aura des descriptions différentes. Vous êtes souvent étonné, émerveillé de ce que je vois quand je regarde quelque chose. À ce propos, il faudra que je vous redise quelque chose sur les images que je choisis, comment je les choisis, etc. Dans un instant. Mais quand je regarde, voilà, vous me dites, moi j'aurais pas vu tout ça. Pourtant, quand je vous le montre, vous le voyez. Alors, vous en faites l'interprétation que je fais ou pas. Quand je fais une interprétation, d'ailleurs, je fais pas toujours d'interprétation, mais j'attire votre attention sur différents niveaux de lecture d'une image. Les choses qu'on voit au niveau graphique, colorimétrique, mais aussi les implications de qui a pris l'image, des aspects techniques, de profondeur de champ, de déformation, et puis aussi par rapport au cadrage, mettons qui a cadré, comment est-ce que ça a été filmé, qui l'a filmé bien sûr, et pourquoi est-ce que ça a été filmé. Ce sont des questions essentielles. Et c'est presque les dernières choses que je viens de nommer, c'est presque les premières que moi je regarde. Alors que vous aurez tendance à regarder ce qui est visible dans l'image. Parce que pour lire les images, et pour se souvenir à chaque image qu'on nous présente, et à chaque discours qu'on nous présente, que ce discours a été produit par quelqu'un à notre intention, déjà il faut le savoir. Et il faut savoir que c'est la chose la plus importante à considérer avant de regarder même le contenu de l'image ou du discours. Et c'est pour ça que je suis là, chers amis. Alors, souvent vous vous émerveillez, mais tu as vu tout ça, heureusement que tu es là pour... Alors, attention aussi, attention, vous devez reprendre votre propre pouvoir et votre propre empire sur votre regard et votre réflexion. Ça, c'est très important. Que je sois là pour vous guider, c'est un plaisir et un honneur.
Mais gardez toujours à l'esprit que vous devez vous-même faire ce travail et le faire tout à fait complètement. Et ce n'est que lorsque vous l'aurez fait tout à fait complètement que quand quelqu'un comme moi arrivera et vous dira regardez, dans cette image il y a ci et à ça, vous pourrez dire je comprends tout à fait de quoi tu parles, mais moi j'ai eu une opinion différente sur comment cette image a été produite et tout ça, parce que vous y aurez pensé avant que j'amène ces arguments. Vous comprenez? C'est comme quand quelqu'un dit j'ai vu un reportage sur tel truc, c'était très bien fait. Pour pouvoir dire une chose pareille, il faut déjà être un spécialiste du sujet. J'ai vu un reportage sur le tricot au point jacquard, c'était très bien fait. Je pourrais dire que c'était très bien fait parce que je connais. Voilà, je connais, je pratique, où j'ai été amenée à rencontrer des gens dont c'est la spécialité, et je les ai vus travailler et tout ça. D'accord, donc je pourrais dire que c'était très bien fait. Mais sur un sujet auquel je ne connais rien, comment pourrais-je dire que c'était bien fait? Voilà. Alors, par rapport aux images, j'ai repensé à quelque chose parce que j'ai déjà évoqué le fait rapidement comme ça lors d'un petit bulletin que j'avais vu quelques petites capsules rapides sur la façon dont les écrans, le scrolling, les shorts, pour parler français, donc le fait de faire défiler l'écran et le fait de regarder vidéo courte derrière vidéo courte rendait débile, rendait l'esprit faible, le cerveau amoindri, et même au niveau physiologique, c'est assez vertigineux. Donc je me suis dit, oui, la façon dont nous fonctionnons, comme cette espèce d'encyclopédie géante qui contient toutes les réponses en quelques clics. Donc quand les gens disent mais j'oublie tout, qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? Tu scrolles et tu as toutes tes réponses dans la machine. Tu n'as plus aucune de tes réponses dans la tête ou dans un carnet où tu gardes des notes ou dans le dictionnaire encyclopédique qui devrait figurer en bonne place dans toute pièce à vivre. Oui, ça devrait être à portée de la main. C'est-à-dire qu'au moins pour la version officielle, on a ça à portée de la main. Un ion, c'est quoi un ion, I-O-N? C'est un savoir avec c'est l'électricité, c'est ion électron. Oui, mais t'as rien dit, tiens. Va chercher le dictionnaire, va lire la définition. Plus personne ne peut donner une définition en quelques mots de quoi que ce soit. Ils vont vous faire une paraphrase généralement sur un mot de franglais ou une expression qui ne veut rien dire, mais plus personne n'a l'esprit clair. Alors comment voudriez-vous ne pas perdre en plus la mémoire? On perd la mémoire parce qu'on ne s'en sert pas. L'esprit, le mental, doivent être entraînés. Il y a des jeux pour ça. Il y a des jeux de société, et il y a aussi le fait de se servir de son esprit. Quand vous vous servez d'une calculette pour faire la moindre opération, il y a un truc qui ne va pas. Essayez d'abord le calcul mental. C'est trop compliqué. 237 par 85. Ouille. Posez-le sur un papier ou même avec votre doigt. C'est difficile? D'accord, prenez le calculette. Mais ne prenez pas la calculette tout de suite. Ne dictez pas l'opération à votre assistant intelligence artificielle sur votre petite, accessoire multimodal de vie. Parce que sinon, ça veut dire que vous êtes déjà robotisé. Non, faites l'effort. Faites l'effort, les 237 avec moi par 85. 2, 3, 7 fois 85. 5 fois 7. 237 par 85. C'est 23 par 8. C'est 8 fois 2. 16, un peu plus. Allez, on va dire 17. 170, 1700 quelque chose. Peut-être. 1700, 1800. Non. Si. 237 fois 85. Oui, quelque chose comme ça. Si on ne fait pas un minimum d'efforts, à quoi va ressembler l'architecture interne de notre esprit? Si nous ne pouvons pas y visualiser des choses, oui, mais toi, tu as une mémoire visuelle. Ouais, mais je l'entraîne. Par exemple, 237. Là, je le vois écrit. Je fais l'effort de voir un 2, un 3 et un 7. De voir une croix à la ligne du dessous. Et de voir un 8 et un 5. Après, je tire un trait et là, c'est le grand blanc. Mais il faut faire fonctionner l'esprit. Je suis incapable de faire cette opération de tête. Et certainement, certaines d'entre vous, j'en suis sûre, sont capables de la faire. Mais à la louche. 2 fois 8.
un peu plus de 2 avec 2 zéros fois un peu plus de 8. 3 fois 8, 24. 2 fois 8, 16. Hein, peut-être plus 20. 2000. Truc comme ça. Je sais, le temps que je parle, vous l'aurez fait. Vous aurez même chatté votre je sais plus quoi pour qu'ils vous disent le résultat. Mais c'est pas ça, c'est pas le résultat qui m'intéresse, le résultat je m'en fous. Maintenant 237 divisé par 85. Oh merde, ça finira jamais. 3,7 à la louche, comme ça. Pour les mêmes raisons. Non, un peu moins, 2,9. Mais plus vous entraînez votre muscle mental, plus il est fonctionnel, plus vous entraînez votre capacité à visualiser. On avait déjà fait l'expérience. S'il vous plaît, pensez à une banane. Une seule, une banane. Là, une banane. D'accord, elle est de quelle couleur? Parce que moi, je m'apprêtais à vous dire, pensez à une banane. Vous avez vu la couleur jaune, mais ma banane, quand j'ai dit pensez à une banane, eh bien tout d'un coup, pour une raison de conversation que j'ai eue avec je ne sais plus qui il y a plus longtemps, certainement, enfin j'en sais rien en fait, la banane que je me proposais de visualiser est apparue verte, elle est pas mûre. Alors, ta banane à toi, elle était jaune, elle était d'un jaune marron piqueté, ou elle était verte, d'un vert un peu vert plus foncé vers les bords, ou elle était juste jaune. Un jaune presque fluo quand c'est pas vraiment mûr. Bon, voilà. Alors, on peut réitérer. Pense à une paire de chaussures. C'était quoi? Des baskets? Des chaussures à talons? C'est des chaussures que tu as dans ton placard? Ou que tu rêves d'acheter? Ou un truc complètement incongru? Des crocs mauves? Des mocassins bleu marine? Comme portait ton père, peut-être? Voilà, c'est comme ça qu'on exerce son monde intérieur, l'architecture intérieure du mental. Il faut peut-être s'assurer de son bon état, peut-être refaire la toiture de temps en temps, retomber dans les dossiers, comment c'est, les dossiers de mathématiques de quand tu as fait tes études. Si tu as été capable de savoir ces choses-là, de les étudier à un moment, c'est donc que tu les as assimilées. Ou les as-tu oubliées? Mais si tu étais capable de les étudier à ce moment-là, quand tu étais jeune, et que tu mettais beaucoup d'attention, tu es peut-être capable de le refaire. Ah non, tu n'es plus capable. Pourquoi? T'es devenu débile? Eh ben, il est grand temps de s'y remettre. Et ça prend le temps que ça prend. Mais là, sur ces dossiers, c'est ton écriture. Tu avais 18 ans. Mais à 18 ans, tu vas pas me faire croire que t'étais moins con que maintenant. Peut-être que si. Non, tu étais juste plus concentré. Alors reprends possession de ton esprit, de ses fonctionnalités, de ses véritables fonctionnalités. Et le reste suivra. Un sentiment de présence à soi-même. Même si tu ne ressens pas ce sentiment, tu le ressentiras comme moins d'angoisse. Cette angoisse latente. Ce truc-là, tu sais pas pourquoi, t'es là. Plus tu reprends possession de ton esprit, de tes facultés de créativité aussi. Bien le dessin au crayon de couleur, la peinture, l'origami, de petites choses modestes qui sont facilement faisables. Un bloc de papier et 3 crayons. Pour dessiner ce que tu vois de par la fenêtre ou de ce bouquet ou peut-être cette coupe de fruits. Oui, c'est un effort. Ah, tu ne sais pas dessiner? Eh bien, essaye. J'ai fait dessiner quelqu'un qui n'avait quasiment jamais dessiné. Comme un jeu. Ah, je lui ai dit, on va prendre quelques feuilles, là, choisis 2 crayons. Deux crayons de couleur. Ceux que tu veux. 2 couleurs que tu veux. Et maintenant, le jeu, nous allons dire, je sais pas si je regardais le réveil ou pas, ça n'avait pas trop d'importance. Peut-être je disais ça, allez, 2 minutes. 2 minutes. En 2 minutes, on va dessiner cette plante en pot. Hop. Et je me donnais 2 minutes, je lui donnais 2 minutes. Et il n'était pas question de savoir qui avait fait le meilleur. Bien sûr que non. Il était question d'explorer le processus. Et le processus dans lequel le mental n'a pas tout le temps de tout analyser. Non, il fallait qu'il dessine. Et ce personnage et moi-même, c'était mon cher ami René, nous comparions pour jouer nos productions. Il n'y en avait pas une meilleure que l'autre. Tout était bon. Tout était vivant. Cet œil qui avait vu quelque chose et cette main qui l'avait tracé. En 2 minutes, quand on n'est pas habitué à dessiner,
ou qu'on n'est pas habitué à dessiner quelque chose qu'on voit comme ça sous pression, le mental s'arrête. C'est autre chose qui prend le relais. Et puis il y a ce jeu aussi. Oui, le mental s'arrête parce qu'on est pressé par le temps, qu'il y a un petit effet de stress, mais c'est plus un jeu qu'un stress. Nous avons réitéré 2 minutes ou 3, un crayon, 2 crayons, etc. Voilà qui met l'esprit en mouvement. Et ce qui était amusant, c'est que nous étions 2. Donc ça n'avait pas l'air d'un exercice, mais plutôt d'un défi, d'un jeu. Et non pas d'un jeu comme nous les avons appris à l'école et en famille et avec nos amis et en société, où nous jouons contre les autres. Non, nous ne jouons pas contre l'autre. Nous jouons pour nous-mêmes, pour l'excellence et avec l'autre. Et oui, il n'est pas question de savoir qui aurait fait le meilleur dessin. Au contraire, moi ce que je voulais lui prouver, c'est qu'il était tout à fait capable de faire quelque chose d'absolument beau et valable, aussi bien dans la démarche et l'expérience que dans le résultat. Pari gagné pour nous deux. À aucun moment je ne jouais contre lui pour lui montrer mon excellence. Quelle excellence d'ailleurs! Quel mérite avais-je, moi qui avais passé des années de ma vie à dessiner? Et je ne sais pas dessiner. Je ne dessine que essentiellement que des plantes. J'aime les couleurs. J'aime les fleurs. J'aime les feuilles. J'aime les tiges et j'aime les arbres. Voilà, c'est tout. Mais je m'en nourris. Je m'en satisfais. Alors, avec cet amoureux du vivant, il était facile de lui proposer de dessiner le vivant. Une touffe d'herbe poussée dans la fissure de la dalle de la cour. C'est ça qu'il avait choisi de dessiner. Et c'était magnifique. Je l'ai toujours quelque part. Une touffe d'herbe un peu sèche, avec 2 brins dans les rouges. 2 brins d'herbe dans les rouges. Alors que le reste était plutôt vert-gris. Il s'était appliqué, non pas pour le résultat, mais pour rendre hommage à cette touffe d'herbe. Là, j'avais vraiment trouvé à qui parler. Et pendant le temps où il avait dessiné cela, moi, avec mon esprit agité, j'avais croqué rapidement, sans m'attarder, sans laisser le mental vouloir décider ou dire que ça n'était pas assez bien ou s'angoisser. Non, j'avais rapidement croqué un brin de sauge, une feuille de vigne, il me semble, qui courait le long de la façade, et puis une touffe d'herbe, et je ne sais plus quoi d'autre dans un bac. La fin des récoltes peut-être avec une grande feuille de courgettes et d'évry, quelque chose comme ça. Nous avions chacun exploré le processus de l'œil qui regarde, du cœur qui rend hommage au vivant, et de la main qui poursuit l'action de regarder activement et réceptivement avec le cœur. La jouissance des couleurs, l'interprétation, puisqu'avec ces 3 ou 4 crayons de couleur, nous ne pouvions pas rendre les véritables couleurs du vivant. Toute cette mise en mouvement du cœur, de la main, de l'œil, de l'esprit et de l'âme. Voilà, c'est cela dessiner. Mais pour certains amoureux de l'esprit, ceci se fera par l'exercice de la mathématique. La jouissance des nombres, des fonctions, des courbes, de la mise en équation de choses, oui. La mise en équation est aussi un art de l'esprit. Quand l'esprit ne fait plus que mettre en équation le vivant, ça devient terrifiant. Et nous aboutissons à exactement là où nous en sommes, avec cette fascination pour la mécanisation à outrance et l'intelligence artificielle, la soi-disant en tout cas. Mais c'est aussi une des fonctions de l'esprit d'arriver à synthétiser, d'arriver à théoriser, à abstraire. Notre mental fonctionne avec l'abstraction, avec différentes fonctions qui doivent vraiment être cultivées. Mais il n'y a pas que le mental. Il y a aussi tout ce qui fait de nous des humains, notre sensibilité, puisque je parle de la sensibilité aux couleurs et aux formes. Au son, bien sûr. Là, je n'ai parlé que du dessin, mais vous pouvez extrapoler autant que vous voulez.
J'insiste, il nous faut récupérer ces capacités en esprit et dans la matière, éteindre l'ordinateur et faire nos opérations à la main sur un bout de papier ou en esprit, dessiner, écrire. Le bloc et le crayon ont disparu de nos intérieurs. Il y a la tablette, il y a l'ordinateur pour faire nos comptes, pour écrire nos courriers. Alors il n'est pas étonnant que nous perdions la mémoire. C'est en écrivant de sa propre main qu'on mémorise, qu'on entraîne sa mémoire visuelle, sa mémoire tout court. Non, les blocs ne vont pas revenir. Les plumes crissantes sur le papier non plus. Les crayons de couleur pour dessiner. Oui, le soir, à la veillée, il n'y a pas que les enfants qui dessinent. Les adultes qui dessinent et qui se consacrent à cette activité et qui de plus en plus excellent dans l'art de dessiner et colorier, c'est absolument fascinant et inspirant. La peinture n'est pas que le fait de restituer quelque chose qu'on voit, c'est tout un processus de la couleur et de l'analyse, de la façon dont on va rendre quelque chose qui existe dans la matière, ou plus exactement dans les densités différentes des gaz. Oui, puisque la matière est constituée de vide, et tout d'un coup là, elle existe par des touches successives, des couches successives. C'est absolument fascinant, ce travail de l'esprit, pour rendre une impression de quelque chose qui est loin, qui est dans les dimensions, le rendre sur une seule surface et l'interpréter. Oui, parce qu'il y a le fait d'interpréter aussi. Même quand on veut rendre exactement les choses comme elles sont, on les interprète. Dans le meilleur des cas, on y met du beau, on y met la magie et le mystère. Ouais, encore des mots bien diaboliques, mais on y met l'indicible, l'ineffable, la transparence, le reflet, le volume, la profondeur. Je pense notamment à des citrons et des oranges, comme nous avons vu chez ces peintres qui se filment, n'est-ce pas ? Avec le temps qui s'est écoulé en accéléré, hein. Le reflet de la lumière sur la surface de l'écorce du citron qui est très légèrement brillante. Brillante ou mate, comment pourrait-on dire ? Le reflet dans les yeux du modèle, la carnation, la profondeur du grain de la peau. Fascinant, n'est-ce pas ? Les veines imperceptibles au niveau du poignet, presque bleutées. Imperceptible mais présente. N'est-ce pas magnifique, ce regard porté sur les choses du vivant? Nous avons déserté les choses du vivant et l'hommage qu'on leur rend en les peignant, les dessinant, en les observant, pour nous retourner vers des écrans où tout arrive à une vitesse incroyable, à peine soutenable, alors qu'il nous fallait du temps. Il nous fallait du temps pour regarder, et il nous fallait du temps. Il nous faut du temps pour restituer les choses que nous voyons. Il nous faut nous mettre en mouvement, avec nos mains qui sont un don de Dieu, avec notre regard qui est aussi un don de Dieu, notre goût des couleurs, notre goût du beau. Et à propos d'images, quelque chose que je n'ai pas dit à propos des images, justement, avec cet écran qui nous rend bêtes, cette façon aussi d'utiliser l'écran qui nous rend bêtes. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que les images animées, les images surtout sur support brillant, les images restituées par un écran, nous mettent automatiquement en état de transe légère, en état alpha, pour une raison très simple. La façon dont ces images sont constituées sur l'écran, par un balayage très rapide, oblige notre œil à être immobile. Notre œil ne peut pas se balader dans l'image comme il se balade, pour ma part, à la surface de ce très beau torchon. Vous savez, un torchon avec des motifs jacquard, là, ces beaux torchons, là où il y a écrit Café de Paris, nanana. Et alors à l'intérieur, il y a écrit un truc, et c'est pas imprimé, hein, c'est tissé. C'est tissé en ton sur ton, en jaune orangé sur fond orange, donc c'est vraiment très très léger. Et puis il y a des couleurs autour, il y a des bandes avec des effets jacquard
une bande rose framboise, des très beaux tons, hein, c'est pas criard, c'est très beau, avec des bandes vertes, donc orange, jaune, rose framboise et un très beau vert un peu acide, et un bleu turquoise avec un tissage dedans orange, donc orange et bleu. Vous voyez, on a une couleur complémentaire, c'est des très très belles couleurs qui sont lumineuses mais pas criardes. Voilà, donc je regarde ça et mon œil se balade de l'orange sur fond bleu au très vert, et puis aux motifs jacquard, comme des motifs de dentelle, quoi, je sais pas comment dire, des très belles arabesques, voilà, c'était le mot que je cherchais, en jaune sur rouge ou en rose sur bleu, etc. Ça, c'est lié à l'art du tissage. Mon œil se promène d'un endroit à un autre. Donc mon œil est actif. Mon œil n'est pas immobile. Donc, je suis en état bêta, en état alerte. Oui, ça c'est les façons de nommer les ondes cérébrales, hein, quand elles se ralentissent. Donc, elles sont relativement actives. Mon œil est mobile. Et ça, c'est ce qui se passe dès que je regarde une image fixe ou le réel. Si je regarde le réel, mon œil est très actif, parce qu'en plus, il y a des effets de profondeur. Si je regarde une image, c'est déjà beaucoup plus facile à regarder, parce que tout est sur le même plan. Et, attention, ne regarder que des images nous rend plus stupides. Et oui, il y a moins pour le dire très très schématiquement, on va dire, il y a moins de zones du cerveau qui sont sollicitées quand je regarde une image sur un plan par rapport à si je regarde, par rapport au fait de regarder, le réel avec ses différentes profondeurs, mais aussi à partir de mon point de vue. Si je tourne la tête, vous voyez bien, si vous faites ça avec une caméra grand angle, ça va déformer les bords tout le temps. Eh bien, en fait, quand vous tournez la tête, le simple fait de tourner la tête, de regarder autre chose, votre cerveau, dit schématiquement, est obligé de tout recalculer tout le temps. Si vous regardez une image fixe, il ne recalcule rien du tout. Si vous feuilletez un livre, il recalculera quasiment pas. Vous vous rendez compte ? Donc il faut bouger, tourner la tête et être en mouvement dans l'espace. Rien que ça, par rapport au fait d'être fixe. Et si vous regardez une image en mouvement, c'est-à-dire si vous regardez une surface plane, la surface plane de l'écran, sur laquelle apparaissent des images animées, votre œil n'a plus la possibilité d'être mobile, parce que les images animées, déjà elles bougent, et ensuite cette image, elle est recomposée, recalculée tout le temps pour qu'elle apparaisse. Cette image, elle n'existe pas, c'est le balayage d'un point, ou le scintillement d'une lumière. Donc cette image, en soi, elle n'existe pas, comparée à l'image que vous regardez sur un livre. La photo des paysages du Tibet, par exemple, ou quoi que ce soit d'autre, hein. Donc, quand je vous présente des images animées, une séquence, hein, un extrait comme on a vu Bugonia, ou ça c'était vraiment étonnant, ou une séquence prise par drone, tout ça, bon c'est assez fascinant, ça a un effet légèrement stupéfiant au sens clinique, un effet de transe légère, de drogue légère. Si je vous présente une image arrêtée issue de cette même séquence, et si je vous présente cette image plus de quelques secondes, alors j'offre à votre œil, à mon œil, la possibilité de se balader dans l'image. Ça reste dans un seul plan, mais l'œil est mobile. Si l'œil est mobile, votre esprit est en mouvement. Vous recommencez à pouvoir vous approprier votre propre fonctionnement cérébral. Donc nous allons continuer à fonctionner comme ça, en privilégiant les images fixes, notamment quand nous partons en balade dans ces parcs américains ou ces lieux désertiques ou tout ça, avec des images fixes et des gros plans, des flèches que je mets à certains endroits pour que vous compreniez bien de quelle partie de l'image je parle, ou des très très gros plans, donc bien sûr on va perdre en qualité, mais nous pourrons nous approcher virtuellement de ces zones pour pouvoir les regarder plus en détail. Et non pas forcément avec des effets de zooming en mouvement, vous savez, quand on s'approche comme ça, mais une image avec un fondu enchaîné parce que c'est moins violent pour les yeux, là on comprend qu'on rentre dans l'image, mais après
une nouvelle séquence, si je veux dire, une nouvelle section d'images qui ne bouge pas. Si les images ne bougent pas, votre œil bouge. Si votre œil bouge, votre esprit bouge. Vous comprenez ? Donc en fait, ce qu'on regarde quand on scrolle constamment, ce sont des images qui bougent. Quand les images bougent, votre esprit s'engourdit. Vous êtes en transe. C'est pour ça que ça fait du bien de scroller, de regarder des images qui bougent. Et dès que la vidéo courte est terminée, il y a un effet léger d'angoisse. Donc ça appelle la vidéo suivante. Ce sont des effets qui sont étudiés. Ce que je vous propose, nous sommes tellement accrochés, ça va devenir tellement difficile, mais je vous propose de faire le trajet inverse, de revenir avec moi à des images, bien sûr quelques images qui bougent pour les démonstrations et tout ça, mais essentiellement des images fixes dans lesquelles votre œil va bouger et votre esprit va se remettre en mouvement. Nous allons ensemble remettre notre esprit en mouvement en regardant activement avec l'œil et activement avec le mental et toutes nos capacités d'analyse et de synthèse, regarder des images en les arrêtant. Je ne vous repasse pas l'intégralité de ces images filmées par drone, très très magnifiques, très belles, où il semble qu'on s'envole. Non, je préfère vous montrer, déjà pour la faisabilité, mais aussi dans un état d'esprit vraiment éthique et de santé mentale, je préfère que nous regardions des images arrêtées, des images de bonne qualité autant que possible, mais beaucoup plus d'images fixes que de séquences vidéo. Maintenant, vous avez compris pourquoi. Si ces images également s'enchaînent très rapidement pour un effet dynamique comme ça, pour se prendre un petit shoot, c'est marrant, mais ça remet notre cerveau en état alpha, c'est-à-dire en état de transe légère. La transe, c'est sympa un petit moment, mais il faut pas en abuser, chers amis. Surtout si je fais ces émissions et je les regarde avec vous, je vous les propose et que vous les regardez pour vous réveiller. Si on se réveille, on se réveille. Si on se réveille, on se réveille. Je vais pas vous endormir en prétendant que j'essaye de nous réveiller. Quand on dort, on dort. Et c'est sans l'écran. Et quand on rêve, ça devrait aussi être très loin des écrans. Les yeux ouverts ou les yeux fermés, le rêve doit être notre rêve. Mon rêve doit être mon rêve. Et ton rêve doit être ton rêve. C'est à toi de créer tes espaces de rêve endormis ou réveillés, au lieu que ces espaces-là soient pris en otage par des forces, des imprégnations de ce que nous avons vu ou de ce qu'on nous a dit, tous les films que nous avons vus. Non. Il nous faut recréer nos espaces de rêve avec les plus belles choses que nous avons vues dans cette vie et avec les plus belles possibles que nous voudrions voir. Des oiseaux au plumage chatoyant volant librement. Ces séquences de papillons volant au ralenti, comme si nous pouvions adapter notre vision, nous rapprocher suffisamment de ces insectes et ralentir le temps pour voir le battement de leurs ailes. Cette espèce d'ondulation que rien ne nous permet de voir, à part jusqu'à présent de la technique. Peut-être que nous avons ces capacités, peut-être que notre esprit les a. Alors dans notre rêve, dans le rêve que nous rêvons de rêver, il y a cela, l'observation des phénomènes du vivant, des couleurs, des mouvements, des vibrations magnifiques, des sons enchanteurs que le vivant, seul le vivant, est capable de produire. Le vivant, qu'est-ce que c'est que le vivant ? Eh bien, pour le découvrir, cher ami, il va falloir apprendre à rêver activement le rêve dont tu as toujours rêvé.